Bonjour à tous et à toutes. J'ai envie de poser la première question à la salle, mais vous y répondrez peut-être plus tard. On va parler du Made in France et j'aimerais finalement savoir si parmi vous, il y a quelqu'un qui, ces dernières semaines, voire ces derniers jours, s'est intéressé à l'origine du produit qu'il achetait. Est-ce que quand vous avez acheté un vêtement ou même des produits alimentaires, vous vous êtes soucié de cette problématique? Voilà. Le problème se pose, je vous pose la question parce que on parle beaucoup de Made in France. Tous les sondages montrent que les Français sont très favorables au Made in France. Mais les sondages, c'est une chose, l'acte d'achat, c'est autre chose. Et je ne suis pas certain que le réflexe Made in France soit très très bien ancré dans les usages. En tout cas, c'est une thématique qui est revenue en force au moment de la crise financière de 2008. C'est une vieille thématique, mais elle est revenue en force en 2008. Il y a eu des mesures qui ont été prises sous le gouvernement, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. C'est revenu dans la campagne présidentielle en 2012. Monsieur Montebourg peut en témoigner. Il faut bien dire que depuis, on n'en entend plus beaucoup parler. En tout cas, ce n'est plus un thème de débat politique. Or, le contexte macroéconomique fait qu'on peut s'interroger sur cette problématique, puisqu'on voit bien que, comme M. Montebourg le disait il y a déjà une dizaine d'années, on assiste à un phénomène de démondialisation. Les derniers chiffres de l'Organisation mondiale du commerce sont assez parlants là-dessus. On voit que le commerce mondial, les échanges ne progressent plus que de 1,2%, selon les derniers chiffres, ce qui est très peu par rapport à ce qui était le rythme ces dernières années. Pour bien cadrer le débat, je précise qu'il y a en fait comme vous le savez, trois grands acteurs dans le Made in France. Il y a d'abord le consommateur. Donc la question que je vous posais, c'était ça. Est-ce qu'il y a une véritable conversion des Français au Made in France? Il y a évidemment les producteurs. Et la question se pose, où en est l'offre de produits français? Quels sont les points forts et les points faibles du Made in France? Au-delà, je dirais, des pôles d'excellence, des produits d'excellence que la France vend en France et à l'étranger. Je pense évidemment au luxe, aux cosmétiques, mais sur des produits industriels plus lourds, je pense à l'aéronautique, au ferroviaire et aux navires de plaisance, par exemple. Et puis un troisième acteur capital, ce sont les pouvoirs publics. Et là, vous en êtes un peu les représentants. D'abord, évidemment, Madame Pannier-Runacher, qui est en charge des dossiers industriels auprès de Bruno Le Maire, et puis Arnaud Montebourg, qui a été ministre, et qui est maintenant chef d'entreprise, promoteur du Made in France, après l'avoir promu comme ministre. Alors, je vais vous présenter très très rapidement pour en débattre nos deux intervenants. Madame Pannier-Runacher, donc vous avez 45 ans. Vous êtes diplômée d'HEC, ancienne élève de l'École nationale d'administration, inspecteur des finances. Avant d'entrer au gouvernement, vous avez eu une expérience assez longue de l'entreprise, puisque vous avez beaucoup gravité dans l'orbite de la Caisse des dépôts et consignations. Vous avez été au Fonds stratégique d'investissement. Vous avez été à la Compagnie des Alpes aussi, comme numéro 2. Et vous avez également une expérience dans l'automobile, puisque vous avez eu des responsabilités chez Faurecia, qui est un grand équipementier automobile. Arnaud Montebourg, vous avez 56 ans, vous êtes avocat de formation, vous avez été député de Saône-et-Loire, vous avez été également ministre du redressement productif, puis ministre de l'économie durant les 2 premières années du quinquennat de François Hollande. Vous avez quitté donc le gouvernement en 2014 et vous êtes aujourd'hui à la tête d'une structure qui s'appelle les équipes du Made in France, c'est cela, et qui monte des projets de production en France.
Et vous-même, vous avez mis en place un certain nombre vous avez créé des entreprises et vous êtes actuellement spécialisé sur des produits de grande consommation, notamment comme le miel, et vous défendez le Made in France là, dans un domaine alimentaire où, disons, l'origine France garantie n'est pas du tout garantie, si j'ai bien compris. Voilà. Alors, ma première question s'adresse finalement à vous, Arnaud Montebourg. Vous qui arboriez si fièrement la marinière, vous vous souvenez, en octobre 2012, à la une du Parisien Magazine, vous qui disiez que acheter français, c'était je vous cite, un projet de mobilisation de la nation tout entière. Comment va le Made in France aujourd'hui? Où en est-on? Je ne vais pas faire bilan et perspective. D'abord, merci de votre invitation. Je suis heureux de parler avec la ministre de l'Industrie, Mme Agnès Pannier-Runacher. Bon, nous avons... Pourquoi? Parce que le Made in France, c'est une vision... Enfin, moi, je l'ai porté comme une vision transpartisane et de mobilisation de toute la société. Pour moi, c'est d'abord un mouvement de société et dans lequel les pouvoirs publics doivent agir, les acteurs, les opérateurs économiques dominants qui dirigent et contrôlent, ou en tout cas conduisent les marchés, doivent aussi agir. Donc c'est finalement les consommateurs qui peuvent imposer cette attitude aux consommateurs, aux producteurs et aux distributeurs. Mais si c'est un mouvement global, mené comme une bataille culturelle, c'est comme ça que je l'avais imaginé, ça devient très puissant. Et pour moi, dans la société, c'est très puissant. Ce qui est beaucoup moins puissant, c'est l'économie, qui est assez faible, puisque l'industrie française, après 10 années de crise, est quand même très rétrécie et trop petite. Donc aujourd'hui, même quand vous cherchez du Made in France, à part dans l'agroalimentaire, vous avez du mal à en trouver. Dans l'agroalimentaire, vous pouvez à peu près avoir tout ce que vous voulez. Il y avait un journaliste de Canal+ qui avait essayé de vivre 100% Made in France. Je suis allé visiter chez lui, c'était quand même c'était le retour au char à bœuf et à la lampe à huile romaine. Il n'y avait presque plus rien de ce qu'on a à disposition dans la vie quotidienne et l'équipement d'un ménage. Mais il y a un regain, une renaissance. D'abord parce que le mouvement entrepreneurial qui s'est saisi de notre pays, comme du reste du monde, des jeunes générations qui en ont assez de travailler dans des grandes structures, publiques ou privées d'ailleurs, et qui veulent donner du sens à leur vie, entreprennent, cherchent des financements, lancent des produits, et grâce au numérique qui a disrupté tout le système de distribution en aval, vous faites remonter la valeur en amont et vous pouvez payer des gens qui travaillent en France. Alors c'est dans des secteurs comme le textile, dans la maroquinerie, dans l'électroménager, vous avez des entreprises qui se montent, et avec succès, et qui ont des croissances asymptotiques, et qui réussissent à convaincre les consommateurs parce qu'ils servent d'Internet pour distribuer. Donc il n'y a plus la captation de la valeur par les distributeurs en aval, et donc vous avez des phénomènes de réussite comme ça. Et d'ailleurs, c'est l'e-commerce qui permet au Made in France de renaître. Donc l'industrie, ça va prendre du temps à la faire remonter au niveau auquel elle se trouvait. D'ailleurs, vous parlez avec quelqu'un comme Louis Gallois. J'ai fait une conférence un petit peu sur le mode conversationnel, comme nous le faisons aujourd'hui, devant des étudiants, je ne sais plus où, il y a quelques mois, avec lui. Président de PSA, donc quand même, il voit bien les choses, il a une belle vision. Il disait, l'industrie est trop petite maintenant. Donc il va falloir la remonter. Et reprendre tous les secteurs, c'est le boulot de Madame Pannier, tous les secteurs, les uns après les autres. Et là, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. C'est ce qu'on avait fait d'ailleurs, on avait commencé à le faire. Alors, bon, ça a été un peu abandonné malheureusement par mon successeur. Agir, vous disiez les pouvoirs publics doivent agir et vous intimez un peu l'ordre, Madame, d'agir davantage. Moi, je ne me permettrai pas d'intimer. Non, je n'intime pas l'ordre. Non. Je pense que si on veut réussir, tout le monde doit s'y mettre. Donc moi, j'apporte une contribution privée. Je suis désolé, j'ai mis mes économies, j'ai élevé de l'argent. Vous me disiez, on défend le Made in France. Non, on le vend, nous. Et on fait vivre des employés, on crée des emplois dans la glace, dans les amandes, dans le miel, il y en aura d'autres. Donc, chacun peut le faire. Le consommateur, il vote avec sa carte bleue selon ses moyens. Moi, j'ai des moyens comme privé, donc je le fais.
Et puis quand on a les moyens de l'État, on peut faire encore aussi. Donc tout le monde peut faire. Voilà, c'est juste ça, j'intime d'ordre à personne. Les moyens de l'État, est-ce que quelle est votre politique finalement de défense du Made in France, au-delà de la politique, je dirais, macroéconomique qui consiste à rendre l'économie française et les entreprises plus compétitives, je dirais de manière plus produit, plus microéconomique, qu'est-ce que le gouvernement fait ? En fait, il faut agir sur les acteurs, c'est ce que vous dites très bien. D'abord, le consommateur. Le consommateur, il a besoin de transparence. Donc, c'est toute la bataille de l'étiquetage, qui est une bataille qui n'est pas évidente, puisque lorsque vous étiquetez un produit Made in France, il faut savoir si c'est vraiment Made in France ou si c'est juste la dernière transformation et en fait la valeur ajoutée a été créée ailleurs. Donc ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est de faire émerger tout ce qui d'ailleurs a été créé en 2014 de mémoire, l'Origine Garantie 2011, pardon, oui, les OGP. Et là, on est sur du produit qui est complètement créé en France, où la conception et la fabrication est réalisée en France. Et ensuite, il faut pousser ces produits. Donc, non seulement faire la pédagogie auprès du consommateur qui est souvent baladé dans des allégations un peu fumeuses, tradition, provençale, qu'on contrôle nous de manière très forte au niveau de la DGCCRF et on a monté nos contrôles sur ça, mais également l'orienter vers tous les supports qui permettent de promouvoir le Made in France. Et c'est vrai que là, c'est un partenariat public-privé parce que des salons comme le Made in France sert de support à ça et permet d'aller au-delà d'Internet, d'aller toucher le produit, d'aller rencontrer les entrepreneurs, ce qui fait partie aussi du narratif du Made in France, de voir comment un entrepreneur vous parle de son produit, explique comment il a relocalisé une production. Vous allez voir les jeans Tufri, par exemple, c'est assez passionnant de les entendre parler du sujet. Et ça crée aussi un immatériel et quelque chose de positif qui donne envie de se dire je vais mettre 20 € de plus dans ce jean, mais d'abord probablement qu'il me durera plus longtemps, donc je serai gagnant à la sortie, et en plus j'ai l'impression de contribuer à quelque chose qui est important pour moi, qui est peut-être important pour mes enfants, qui est important. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est effectivement le travail filière par filière. Et là, il ne faut pas être dans le déni. On a 18 filières aujourd'hui pour lesquelles on a un contrat stratégique de filière qui porte sur l'innovation, qui porte sur l'international, qui porte sur des plateformes communes pour monter la visibilité des offres et préparer la transition écologique et énergétique. Mais sur ces filières, on voit bien qu'on a des points de fragilité. Arnaud Montebourg parlait de la filière agroalimentaire. Si on regarde froidement le sujet, on a reculé sur l'agroalimentaire. Et on a reculé massivement. C'est-à-dire que non seulement on exporte moins, mais en plus on apporte beaucoup plus. Et notre solde excédentaire est négatif. Comment vous l'expliquez, ce recul ? On a un problème de compétitivité de cette filière, on a un problème de taille aussi, de positionnement, de taille des entreprises qui ne sont pas suffisamment solides pour partir à l'international. Et effectivement, on a une question de montée en gamme. Alors, on ne peut pas faire que du premium, mais on peut faire des produits à valeur ajoutée, c'est-à-dire dans lequel tout ne sera pas forcément bio, mais de l'agriculture raisonnée, c'est déjà une façon de remettre de la valeur dans le produit. Les indications géographiques protégées, c'est une façon de remettre de la valeur dans le produit. On regarde par exemple sur le miel, si vous arrivez, puisque c'est un sujet que vous connaissez bien, lorsque vous arrivez à valoriser la fleur, la région où c'est produit, et à redonner de la valeur, c'est-à-dire à faire que le consommateur se dit c'est normal que je paye 2 €, 3 €, 4 € de plus parce que derrière j'ai un produit qui a une qualité supérieure, alors vous faites la pièce à ces miels, vous savez, d'origine de l'UE et hors UE. C'est là aussi on a une bataille d'ailleurs d'étiquetage qu'on a prise. Donc voilà. Donc deuxième sujet, c'est les contrats stratégiques de filière. Et puis le troisième sujet, c'est d'aller sur les territoires. C'est tout le travail que l'on fait au travers de territoires d'industrie, c'est-à-dire que là, on part de ce qu'on trouve à Cahors, de ce qu'on trouve dans le Lot, de ce qu'on trouve dans le Grand Est, de ce qu'on trouve en termes d'industrie, et on regarde tous les grains de sable qui empêchent le développement. Et le grain de sable, qui est d'ailleurs plus un grain de sable, qui est un énorme caillou dans la chaussure, c'est les compétences. Ce qui bloque aujourd'hui le développement industriel ou la croissance industrielle, c'est le fait de ne pas pouvoir recruter. 2/3 des entreprises déclarent avoir des difficultés de recrutement et refuser des commandes à cause de ça.
Donc l'enjeu, c'est la bataille des compétences, c'est l'investissement massif que nous faisons dans les compétences, 15 milliards d'euros, je pense qu'il y a une vraie mobilisation, et c'est aussi de travailler sur l'attractivité de l'industrie. Dans l'imaginaire que nous portons sur l'industrie aujourd'hui, on pense Zola Germinal et on pense des pneus qui brûlent devant une usine avec des salariés en colère. Or, l'industrie, c'est aussi bien d'autres choses. C'est aussi des belles histoires de création d'entreprises, de technologies en développement, de manière de produire autrement, plus respectueuse de l'environnement. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faut savoir mettre en valeur auprès des jeunes et auprès des Français en général, pour que lorsqu'on dit « mon fils va dans l'industrie », tout le monde ne dit pas « c'est pas de chance ». J'en reviens à la première partie de votre intervention sur le consommateur. Vous parliez de l'Origine France Garantie, donc, qui est un label qui a été créé en 2011 et ce label, on ne le voit pas finalement. Il est extrêmement peu visible. L'étiquetage Made in France est d'une manière générale très peu visible, alors qu'on voit un étiquetage, par exemple, sur les produits chimiques beaucoup plus... je veux dire, on essaie d'attirer l'œil du consommateur. Sur l'origine garantie, je trouve que voilà, on ne voit pas grand-chose, et je me demande si le gouvernement fait assez. Alors, l'étiquetage, c'est le producteur qui porte cette responsabilité-là. Et donc, c'est son choix marketing aussi de voir comment il pousse son produit et le met en avant. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, lorsque vous regardez la trajectoire des sociétés, des entreprises qui sont ESG, vous apercevez que c'est quand même un soutien à leur croissance. C'est-à-dire, cette promesse-là, elle a un prix pour le consommateur et elle a aussi du prix à l'international. C'est assez frappant de voir qu'un produit qui est 100% français a une valeur supérieure, par exemple, au vu d'une clientèle chinoise. Vous pouvez... Moi, j'ai rencontré sur le salon du Made in France un chauffagiste, quand même pas des produits qui sont naturellement à très haut luxe et à la création, et qui explique qu'il arrive à avoir des prix supérieurs, à vendre à des prix supérieurs en Chine par rapport à la France, parce que cet élément de Made in France et de design, son produit est beau, je trouve que c'est très bien, il est connecté, lui permet d'avoir un supplément d'âme, un supplément de valeur au regard du consommateur chinois. Donc non, ça a une importance, et vous le regardez à l'exportation et en interne. Là où on doit être plus systématique, c'est effectivement de pousser, et on le fait, il y a aujourd'hui au niveau de la douane des points d'accueil spécifiques pour que les entreprises puissent labelliser entre guillemets Made in France, et pour également faire en sorte que ceux qui arrivent en étant en se prévalant de cette promesse respectent cette promesse. Parce que des contrôles sur des tomates labellisées françaises qui ne sont pas françaises, on a eu un scandale au mois d'août, DGCCRF, on a déféré au procureur. On a eu des kiwis qui étaient italiens, qui étaient labellisés français. Donc ça veut bien dire d'ailleurs, s'il y a des fraudes, que être Made in France a de la valeur pour le consommateur. Arnaud Montebourg là-dessus. Et est-ce que si l'Europe n'est pas un frein, c'est la question complémentaire, parce que l'OMC a longtemps été très réticent, et l'Europe aussi. Je vais déjà répondre sur l'affaire au nom de la libre concurrence. Répondre sur l'affaire de l'étiquetage, parce que c'est un sujet difficile. Aujourd'hui, nous sommes assujettis au Code des douanes européen, qui lui-même autorise de qualifier de fabriqué en France la dernière opération, même d'emballage. Donc vous pouvez avoir 99,99, sauf la cellophane qui est mise en France, fabriqué hors de France, considéré comme fabriqué en France. Donc ça, c'est le scandale du Code des douanes européen. Bon. Quand un gouvernement décide de rendre obligatoire par la loi l'étiquetage de l'origine, la Commission européenne ouvre immédiatement une enquête pour dire c'est une atteinte à la libre concurrence. C'est un obstacle au commerce d'étiqueter. Donc là, il y a une bataille politique à mener. Moi, j'ai essayé de faire l'alliance avec les Allemands en disant les Italiens, les Espagnols. Moi, j'avais un groupe c'est pour ça que j'ai passé mes nuits à Bruxelles à un moment, ce que doit faire Madame Pannier, parce que c'est pas très drôle, mais il faut le faire, pour faire des alliances. Donc on avait construit une alliance de 13 pays sur 27, 28 à l'époque. Donc il y avait l'Espagne, l'Italie, tous les pays à forte identité,
les libéraux qui étaient menés par l'Angleterre étaient archi contre, l'Irlande, les pays scandinaves, etc. Et vous avez au milieu le groupe dirigé par les Allemands, parce que le couple franco-allemand est une mythologie, ça n'existe pas. Les Allemands sont les Allemands sont d'abord allemands avant d'être européens, il faut juste comprendre ça. Et donc, on était à demander, je me souviens d'un débat, c'était dans les annexes de l'Élysée, avec le vice-chancelier, ministre d'économie, mon homologue, M. Sigmar Gabriel. Je lui dis, Sigmar, il faut quand même qu'on fasse le Made in. En Allemagne, vous y avez intérêt, le Made in Germany, c'est formidable. En France, on le vend. Et chez nous, ça vaut de l'or. Alors, il manque plus que vous, et on fait la majorité au Conseil. Il m'a dit, mon cher Arnaud, je n'ai pas envie que le monde entier sache que les Porsche sont fabriqués à Bratislava. Car, en fait, le Made in Germany n'est pas du Made in Germany. Voilà, il est Made in Tchécoslovaquie. Tout ça, je ne porte aucun jugement. C'est leur stratégie industrielle. Mais il y a la Deutsche Qualität aussi. Qui n'est pas Deutsch, qui est Qualität, mais qui n'est pas Deutsch. Alors, la conséquence de ça, c'est qu'il n'y a pas de majorité au Conseil européen. Donc, il y a un moment, il va falloir qu'un gouvernement prenne cette décision. Moi, je souhaite que ce soit le mien. C'est pour ça que je le dis à Madame la secrétaire d'État à l'industrie. Je souhaite que ce soit le mien, qui prenne une décision qui affronte le Code des douanes européen, qui dit, en France, on va faire une dérogation. Et on plaidera dans 5 ans, dans 10 ans, devant la Cour de justice. Puis d'ailleurs, vous allez avoir des États qui vont faire la même chose. Alors, par exemple, on le fait pour des raisons sanitaires. Sur l'alimentaire, etc., on est obligé de dire d'où ça vient. Je crois que vous avez un projet de décret dans le miel, je vous en félicite. Mettez les pourcentages. Parce que si vous dites ce miel, parce qu'aujourd'hui, quand vous avez un miel mélangé, vous avez, je parle de ça parce que je suis dans cette économie-là, vous avez mélange Union européenne hors Union européenne. Donc, en fait, c'est un miel planétaire, donc chinois. Voilà. Donc, tout ça, c'est très bien. Donc, on voudrait juste que vous nous disiez combien de miel roumain, combien de miel ukrainien, combien de miel français. 1%. Donc, on ne va pas nous dire que c'est du miel français. Donc là, attention à ça. Je vous mets en garde. Faites en sorte que le ministère de l'Agriculture ne joue pas trop avec ça dans vos arbitrages interministériels. Donc ça, c'était un petit conseil. Laissez répondre, madame, et puis vous poursuivrez. Mais laissez répondre, sur madame. Le décret, il est Pannier. déjà présenté au Conseil européen. Il a été discuté avec les apiculteurs. Il précise plus de 20%, moins de 20%, puisqu'en gros, on voit très bien qu'avec un marquage différent. Les Donc, Espagnols l'ont fait. oui, c'est pour ça que nous, on est assez confiants sur le fait que l'Union européenne aura du mal à nous bloquer sur ce sujet-là. Alors, c'est la dernière grande transformation qui fait le Made in France. Donc, peut-être pas le cellophane, mais effectivement, il y a en tout cas, ça risque, il y a une différence entre l'idée qu'on se fait du Made in France, ça a été fait complètement en France, et l'idée, ce que font les Chinois qui arrivent avec leur concentré de tomates dans les ports italiens et qui font de la sauce tomate sur la dernière transformation en rajoutant de l'eau et un peu de sel et clac, c'est parti. Donc, vous voyez, la sauce italienne, méfiez-vous, c'est quand même souvent chinois. Alors après, vous avez la question des labels volontaires. Donc il y a une association qui a été créée par Yves Gégaud, d'ailleurs je l'ai rejoint pour lui apporter mon secours, mon soutien en tout cas, Origine France Garantie. Donc là aussi, c'est une association qui milite pour convaincre les entreprises de, par elles-mêmes, définir le contenu de leur bon, il y a quand même 4000 produits, il y a des automobiles, il y a beaucoup de choses. Hein. Le critère étant de dépasser 51%. Ce n'est pas une position intégriste du Made in France, c'est une position réaliste, mais qui fait que la majorité de la valeur contenue dans le produit que vous achetez est en France. Donc ça veut dire que c'est des emplois français, des usines françaises, des paysans français, etc. Mais ça, nous avons été obligés, parce qu'il n'y a pas d'étiquetage obligatoire, de financer des cabinets Veritas, AFNOR et d'autres indépendants pour qu'ils nous contrôlent, pour qu'on puisse écrire que nous sommes bien d'origine France et que nous le garantissons. C'est-à-dire que nous apportons, certes, une preuve, une labellisation, une documentation à l'appui. Donc nous avons des contrôles techniques chez nos apiculteurs. Donc les types voient des inspecteurs en cravate venir éplucher leurs comptes pour prouver que nous sommes français. Alors que la législation devrait le faire d'elle-même. Ça m'économiserait quand même quelques milliers d'euros par an. C'est coûteux pour vous. Alors pour PSA ou pour Toyota Yaris, c'est pas coûteux, mais pour vous, petites entreprises, c'est coûteux, non? C'est coûteux pour les grandes entreprises qui ne font pas grand-chose en France. C'est-à-dire qui ne veulent pas dire qu'ils n'ont que 3 produits. Par exemple, dans une gamme, par exemple, comme chez Renault, ils ne veulent pas le faire parce qu'ils ont encore trop de voitures qui sont à l'étranger. Même si je me souviens à l'époque, j'avais passé un accord avec le président de Renault de l'époque, M. Ghosn,
qui de ce point de vue-là avait une oreille, j'allais dire, favorable, où on a passé un accord avec Renault pour relocaliser 300 000 véhicules sur le territoire français. Donc, si vous voulez, y compris la Micra de Nissan, qui est maintenant, pour l'Europe, fabriquée à Flins. Donc tout ça, c'est du travail, vous voyez, c'est du travail. Mais une entreprise comme Renault dit, moi je veux pas parce qu'il y a quand même beaucoup de mes productions qui ne sont pas faites en France. Oui, puis Ghosn disait, il avait ce mot, il disait, mais de toute façon, Renault, c'est la French Touch. C'est-à-dire que pour vendre une Renault, l'idée de France est intégrée au produit. Donc je n'ai pas besoin de label Origine France garantie. Oui, mais par exemple, ce serait utile que la question de la localisation de l'automobile soit négociée avec les pouvoirs publics. Pourquoi ? Parce qu'on est actionnaire dans les deux grandes entreprises. Peugeot, d'ailleurs, si on a nationalisé partiellement Peugeot, je le rappelle, que c'est nous qui avons fait ça, qui était en quasi-faillite. On a pris 14% du capital. Le président du conseil de surveillance n'est autre qu'un ancien fonctionnaire de l'État, M. Gallois. C'est précisément pour que on respecte le territoire français. Et il n'est pas vrai qu'il n'est pas compétitif. Ne serait-ce que parce que la 308 à Mulhouse a explosé dans la fabrication et ils ont embauché plusieurs centaines de personnes. L'usine de Rennes, qui était en difficulté il y a 5 ans, maintenant elle est sauvée avec les nouvelles 508, etc., etc. Et aujourd'hui, toutes les usines Renault sont plein pot. C'est-à-dire qu'il y a plus de surcapacité chez Renault, il y en avait. Et ils ont embauché, tenez-vous bien, 6 000 personnes chez Renault. 6 000 personnes en 5 ans. Alors, vous contestez le bilan là, Madame Non, je dis Pannier-Runacher? juste que malheureusement, il commence à avoir des petits sujets de plan de charge. Enfin, cette année, ça commence à se voir assez nettement. Sur la compétitivité, moi j'ai été dans la sous-traitance automobile, j'ai travaillé pour des constructeurs qui étaient étrangers et j'ai fait des appels d'offres. C'est juste... matériel. Hein. Lorsque vous cotez depuis une usine française par rapport à une usine polonaise, voilà, en 2011, vous avez un écart de 30% sur le prix de revient. 30%. Sur des pièces qui sont simples, c'est-à-dire à faible valeur ajoutée. Alors vous dites, oui, mais les Polonais, ils doivent travailler moins bien que les Français. Les Français, c'est connu, ils sont très productifs. Eh bien, il va falloir être pas trop présomptueux parce qu'aujourd'hui, les usines roumaines, tchèques, polonaises ont des taux de rebut qui sont au niveau des taux français. C'est-à-dire, les usines françaises sont excellentes, mais les usines polonaises, roumaines et tchèques sont également excellentes. Donc, il y a quand même une réalité de cette question de la compétitivité. La différence de coût de main-d'œuvre et la différence de coût de main-d'œuvre, alors c'était en 2011, mais on était sur du 1 à 4. Et ça, je veux dire, c'est les chiffres, hein, c'est le côté aride de la situation. Donc, on est en 2019, on a le marché polonais en termes de salaire a quand même progressé assez solidement. On peut quand même aussi dire que comme les Polonais ne sont pas dans l'Union européenne, ils en profitent pour faire dévisser gentiment leur monnaie au fur et à mesure où les salaires montent, donc ils conservent cet avantage de compétitivité dans la zone euro. Voilà. Mais ça, c'est une réalité. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on sait avoir de la compétitivité en France. En particulier à un moment où vous avez effectivement ce phénomène de démondialisation, où il faut être finalement plutôt compétitif sur une zone continentale que compétitif mondialement, puisque vous avez des freins au franchissement des frontières qui sont en train de monter, et donc vous avez tout intérêt à être très puissant sur votre continent le plus intégré possible. Et avec l'usine du futur, l'industrie 4.0, la France retrouve de la compétitivité parce qu'elle sait être très agile, elle a de très bons ingénieurs, donc elle sait tirer le maximum de parties d'usines qui sont très intégrées et où on fait de la petite série, de la haute valeur ajoutée, de la flexibilité, de la réponse aux clients. Et son coût du travail n'est finalement pas un problème dès lors qu'elle arrive à en tirer un parti qui est de livrer un produit avec de la valeur ajoutée et plus de valeur ajoutée. Et c'est là où on commence à voir des phénomènes de relocalisation, y compris depuis la Chine. Il y a des moteurs de camions, par exemple, relocalisés à Bourbon-Lancy. Vous avez des entreprises de taille intermédiaire qui aujourd'hui ont des parts de marché sur des objets qui paraissent pas tellement français, comme des appareils de soudure qui, sur certaines gammes, ont 90% de parts de marché mondiale. Donc, on est capable d'être extrêmement productif, mais ça veut dire franchir un cap en termes de nature, enfin d'appareils productifs, et c'est tout l'enjeu aussi de notre politique industrielle, qui est d'accompagner les PME, les entreprises de taille intermédiaire
et quelques grandes entreprises à franchir ce cap, numérisation, digitalisation, cobots, robots, organisation du travail modifiée, compétences aussi modifiées, des opérateurs qui ont de plus en plus d'autonomie. Ça rend aussi de l'intérêt au travail et qui deviennent finalement opérateurs de ligne complète avec une vision sur l'ensemble de la production qui ajuste sans faire appel au bureau des méthodes, sans faire appel à du middle management. Donc ce sont des transformations profondes, mais sur lesquelles nous, on peut gagner des points de compétitivité. Profonde mais lente, parce que quand on regarde notamment l'étude annuelle de Rexecode, donc un institut de conjoncture qui est assez proche du MEDEF et du patronat, on se rend compte que les produits français sont mal positionnés sur la gamme et en gros que le rapport qualité-prix, pour faire simple, reste encore assez médiocre. Aujourd'hui. Arnaud Montebourg aussi, vous pourrez intervenir là-dessus après. Madame Aujourd'hui, et là aussi, vous avez la moyenne et vous avez les écarts types. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui fonctionne en France et d'aligner ce qui fonctionne moins bien sur ce qui fonctionne en France. Donc oui, en moyenne, nous avons un positionnement qui est en termes de gamme moins enviable que celui de l'Allemagne, par exemple, qui a des produits à plus forte valeur ajoutée. Mais en revanche, lorsqu'on regarde là où nous avons de la croissance, c'est là où nous avons de la valeur ajoutée. Donc on sait le faire. Donc il ne faut pas s'arrêter au fait qu'en moyenne, on doit progresser. Ça, je pense que tout le monde l'a compris. Le sujet, c'est comment on fait en sorte que tout le monde progresse. Et comment et où? Est-ce qu'il n'y a pas des secteurs, et là je pose aussi la question à Arnaud Montebourg, est-ce qu'il n'y a pas des secteurs sur lesquels finalement il faut mettre le paquet parce que les Français sont bons et puis finalement ne pas vouloir être exhaustif et délaisser d'autres secteurs? Ouais, il y a 3 secteurs sur lesquels je pense qu'il faut qu'on soit un pas vide. Le premier secteur, c'est l'automobile, pas parce qu'on est les meilleurs, mais parce que c'est le secteur qui va traverser les tumultes les plus importants dans les années qui viennent. C'est un secteur qui a 200 000 emplois directement sur la production, 200 000 emplois sur les services, donc il ne faut pas oublier cette partie service. Et c'est un secteur sur lequel on peut aussi tirer notre épingle du jeu parce que lorsqu'on regarde les atouts de PSA, les atouts de Renault, leur positionnement par exemple sur la voiture électrique, etc., il y a aussi des éléments positifs. Et puis il y a Toyota. Pour moi, Toyota, la Yaris, c'est quand même un produit finalement, made in France, très clairement. Donc sur ces trois opérateurs, toute la chaîne de valeur qui est derrière, il faut mettre le paquet. Le deuxième secteur, c'est la pharma, où là, on est passé de la première place à la quatrième place. On a divisé par 2 notre production. Je veux dire, c'est juste révoltant, alors qu'on a un système de santé qui reste très intéressant, une qualité de formation, une qualité de recherche et développement, une qualité de biotech qui devrait nous permettre de remettre de la production en France, qu'en plus on a l'outil le plus attractif pour attirer des centres de R&D qui est le crédit impôt recherche qui nous est envié par tous les autres pays européens. Ça aussi, c'est une politique transpolitique. Ça, pour le coup, je pense qu'il y a une grande continuité et il faut que ça dure. Donc ça, c'est... Voilà. Et le troisième secteur, c'est l'agroalimentaire. Parce que l'agroalimentaire, c'est également révoltant d'avoir perdu des parts de marché alors qu'on a autant d'atouts théoriques. Notamment une agriculture extrêmement puissante. Alors, extrêmement puissante, j'enlèverais extrêmement. Quand on regarde par rapport à l'Allemagne et à la façon dont la France a également plongé par rapport à l'Allemagne, je pense que là aussi, il faut être... faut regarder les choses telles qu'elles sont. En revanche, on a des atouts à activer et on a aussi des leviers. Parce que l'avantage de l'agriculture, c'est que là où vous prenez un bien d'équipement, les biens d'équipement, vous avez 35% des biens d'équipement qui sont d'origine française, le reste est consommé à l'extérieur. Même non, je dis 35%, c'est... oui, si, c'est ça. En revanche, l'agriculture, c'est quand même quelque chose de proximité, donc c'est plus simple de limiter les importations avant que de vouloir augmenter les exportations. Vous avez 2 leviers là, c'est diminuer les exportations, faire que les Français achètent plus français. Et vous avez un avantage sur la traçabilité et l'étiquetage. Et le deuxième élément, c'est comment vous accompagnez plus de PME à l'exportation en ayant un plan spécifique. Enfin, moi, c'est très simple. C'est vous appelez les PME, vous faites le point, vous faites un diagnostic et vous les équipez et vous mettez un conseiller Business France derrière chacune d'entre elles. C'est de l'exécution. Arnaud Montebourg, par exemple, sur les trois secteurs que Mme Pannier-Runacher a cités. Je dirais un mot sur l'analyse sectorielle, mais
Pour moi, parce que c'est le sujet, est-ce que c'est une politique made in France? Pour moi, la politique industrielle, ça ne consiste pas à regarder les courbes de compétitivité de Rexecode et puis les constater. C'est qu'est-ce qu'on fait? Bon. Quand on est actionnaire d'entreprise industrielle, la première question qu'on pose aux dirigeants, c'est qu'est-ce que vous faites pour la France? Puisque vous devez votre existence à la France. Donc, on convoque le président de Renault et de Peugeot et on commence à discuter. Alors, on s'aperçoit que toutes les grandes entreprises du CAC 40 ne font travailler la France dans leur sous-traitance qu'à hauteur de 16%. Et il y avait même une politique qui avait été initiée il y a quelques années, que j'ai poursuivie, qui s'appelait le pacte PME, c'est-à-dire on faisait travailler les sous-traitants du territoire. Résultat, zéro. Cette politique a été abandonnée. Les grandes entreprises mettent en concurrence alors la Pologne, la Roumanie, la Chine, etc., au mépris d'intérêts stratégiques, économiques, industriels. Donc soit on les regarde et on leur dit « ah ben on ne peut rien faire », soit on commence à discuter, puisque dans la plupart des cas, on est soit actionnaire, soit on a des moyens d'action. Alors moi, j'ai un souvenir que je voudrais ici livrer. C'était l'époque où l'automobile était au plus bas. Hein, on a fermé des usines, c'était l'enfer. J'ai dit à Ghosn, si vous fermez une usine, vous allez voir votre matricule. Donc on est obligé de parler comme ça, des gens comme ça, parce qu'ils considèrent que c'est eux la France. Ce n'est pas le gouvernement. Donc vous allez voir, on est obligé de parler comme ça, parce que sinon, on n'est pas du tout respecté. Je ne parle même pas d'être écouté, mais respecté. Donc ça commence comme ça. Et je me souviens quand la Clio, celle qui est aujourd'hui en circulation, a été créée. La question était de savoir où est-ce qu'on mettait la Clio et où on la fabriquait. La direction de Renault disait « Nous, on veut qu'elle aille en Turquie, à Bursa, l'usine de Bursa. » Et nous, on disait « Non, elle va à Flins, parce qu'à Flins, il y a du chômage technique. Donc, vous vous démerdez. » Et on a dit à M. Ghosn « Écoutez, on va ouvrir la négociation avec les organisations. » Il m'a dit « Moi, je suis prêt à le faire si on fait un accord de compétitivité avec les syndicats. C'est-à-dire flexibilité sur on peut changer d'usine, on remonte le temps de travail et on gèle les salaires. » Je dis, Monsieur Ghosn, c'est très difficile de demander à vos salariés que vous allez geler leur salaire parce que le vôtre n'a pas l'air d'être gelé du tout. C'était ça le débat. Elle a dit, oui, je gèle mon salaire, il n'y a pas de problème. Il s'est rattrapé autrement et ailleurs, vous le savez maintenant aujourd'hui, ce que nous ignorions. Mais en effet, on a gelé le salaire du patron, on a dit, on gèle les salaires et on rappelle. Et j'ai discuté avec la CGT. C'est moi qui faisais le go-between entre le DRH, Ghosn et les syndicats qui, eux-mêmes, étaient quand même en flibuste avec leur direction. Et on a trouvé finalement un accord tripartite. L'accord de compétitivité a été signé à la majorité, y compris par Force ouvrière. La CGT s'est abstenue, mais elle n'a pas voté contre, montrant qu'il y avait quand même de la discussion possible. Et donc, on peut trouver des accords gagnants-gagnants quand on a des problèmes de compétitivité, qu'on est face à la Turquie, qu'on ne vend pas de bagnole en France parce qu'on n'y arrive pas et que les consommateurs sont pauvres parce que c'est l'austérité budgétaire et économique, eh bien, on a des solutions. Ça s'appelle un gouvernement de mobilisation en faveur du Made in France. Donc, moi, je suis désolé. C'est très bien, la Roumanie, le ceci, le cela. Moi, je vais vous dire un truc. L'économie française est allée se fourvoyer en Chine. On a développé la Chine. On a oublié, si on avait des accords de colocalisation sur zone de basse pression salariale, il fallait développer le Maghreb. Aujourd'hui, le Maghreb est en train de sauter, parce que la pauvreté, l'islamisme, c'est en train de sauter. C'est difficile en Tunisie. Regardez ce qui se passe en Algérie. Le Maroc est quand même très, très travaillé de l'intérieur. Oui, mais là, on fait pas donc c'était là qu'il fallait installer les usines. On fait ce que les Allemands font en Slovaquie ou en République tchèque. C'est que nous, le Maghreb, c'est notre hinterland. On ne l'utilise pas assez. Mais on ne fait pas du Made in France pour autant. Quand on fait des voitures comme Renault au Maroc, par exemple. Non, mais par exemple, quand vous faites... Non, parce que vous partagez la production. Pour sauver une partie d'usines françaises, au lieu de délocaliser tout, pour augmenter vos marges, de façon délirante, vous décidez de réduire des coûts de production sur certaines pièces et les mettre à côté de chez vous, c'est ce qu'ont fait les Allemands, et de garder vos usines en France. Mais ça, il n'y avait pas moyen, parce que la Chine. Donc il y a eu aussi une migration de la classe dirigeante vers des horizons lointains. Ça date pas de M. Macron, qui a quand même nuit beaucoup aux intérêts du pays. Arnaud Montebourg, la production... Je suis content qu'il y ait enfin des réactions. Non, mais attendez. D'abord, un petit élément factuel. On a détruit de l'emploi industriel jusqu'en 2016. En 2012, on détruit l'emploi industriel, en 2013, en 2014, en 2015 et en 2016. Et d'ailleurs, on en a détruit depuis 2000. 2000, 2001, 2002, 2003. Et certaines années, c'est plus de 100 000 emplois industriels qu'on a détruits.
on recrée de l'emploi industriel depuis 2017. Ça, c'est des chiffres, hein. Oui, ça, c'est factuel. Un peu 2017, de mesures prises par, 2018, François 2019. Hollande, quand même. Le CICE, un certain nombre de choses qui ont commencé à porter leurs fruits. Alors, autre chose. Quand M. Macron était élu, je me permets également de m'inscrire en faux contre ça. Le CICE, moi, je l'ai vu, le CICE. Le CICE, vous ne l'associez pas directement à la masse salariale. Donc, la vraie bonne mesure, c'était la baisse des charges sociales. C'est ce gouvernement qui l'a fait. Quant aux accords, quand nous, on va, par exemple, dans les entreprises en difficulté, qui sait qu'aujourd'hui, que 9 sites sur 10 sont sauvés par une intervention de l'État, et pas une intervention de l'État qui consiste à mettre bêtement de l'argent en attendant le prochain moment difficile, mais qui consiste à faire précisément ce que vous mentionnez, mais sans forcément avoir les caméras de télévision autour de nous, avec une négociation avec les créanciers, une négociation avec les actionnaires, une discussion avec les syndicats, et effectivement, c'est l'État qui fait ce travail, qui est un travail qui est relativement méconnu, mais qui permet non seulement de préserver l'emploi industriel, mais surtout de maintenir une base industrielle et de refaire démarrer des productions industrielles. Est-ce que c'est pas ce que faisait d'ailleurs l'équipe de Montebourg en 2012-2014 avec ses commissaires dans chaque région, non? Vous inscrivez dans C'était l'intention, et je pense qu'aujourd'hui on le fait, et on le fait plutôt bien. Le CIRI, effectivement les CRP qui sont restés, alors on a dû modifier leur petit nom, mais ça... non, mais ça... Ça, c'est la politique. Surtout que quand on dit qu'on produit des voitures en Chine pour la France, c'est pas tout à fait exact, hein, puisque les productions sont organisées par grands continents. Pour avoir travaillé dans ce secteur, je vois à peu près pour qui on produit en Chine. On produit pour les Chinois, et en Europe, on produit pour les Européens, et au Mexique, on produit pour les Américains quand on arrive à passer la frontière. Donc, non, il faut revenir. Donc, effectivement, ce travail de dentelle au niveau du territoire, sur le redressement, et qui a été lancé, mais de même que le Made in France, c'est une intuition géniale qui rééquilibre un discours qui était le fabless, qui a été un discours du début des années 2000. Oui, expliquez peut-être ce que c'est que le fabless, porté par Serge-Tchuruk notamment. Voilà. La France sans usine. On a des idées, on va faire la conception, on est hyper intelligent. Nous, on va se mettre sur la haute valeur ajoutée, et puis on va laisser les gens de peu dans le monde entier fabriquer pour nous. Mais n'importe quoi. C'était un peu une des thèses de Pascal Lamy, non? Je me souviens, il n'aime pas qu'on le lui rappelle, mais quand il était directeur général de l'OMC, il pensait que la valeur ajoutée serait en Europe et la main-d'œuvre. Maintenant, essayons de prendre un peu de hauteur, d'altitude plutôt que de hauteur, d'altitude. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Restriction, réduction des échanges mondiaux, retour à des échanges plus locaux. Finalement, la croissance du commerce extérieur est à peu près équivalente à la croissance de l'économie mondiale. Voilà, c'est grosso modo. Hein. Alors qu'avant, elle était beaucoup plus importante. Bon. Moi, je pense que le monde va rétrécir encore plus. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus, on va vers un monde où les productions locales vont se redécouvrir et où on va, pour des raisons d'abord de l'impérium écologique, lié à ce surplomb moral, et pas qu'intellectuel, mais moral et psychologique. Le monde va rétrécir, donc les échanges vont se rétrécir, et finalement, tout ce qu'on pourra faire localement à un prix plus élevé sera meilleur que tout ce qu'on pourra faire lointainement à un prix plus bas. C'est ça qui va se produire. Ça a commencé la remontée des prix dans l'agriculture, et c'est une chance pour la France qu'en effet, comme le disait Madame la secrétaire d'État, il n'y a pas de compétitivité française aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a mis, européenne d'ailleurs de manière générale, sauf les pays low cost de l'Est, ou ceux qui ont transformé leur système agricole de façon extensive, de façon délirante, les fermes de 10 000 animaux, enfin c'est fou. Jamais dans un pays de bocage qui a une tradition de polyculture familiale, on pourra s'aligner sur les standards de la mondialisation agricole. D'ailleurs, les paysans français, pourquoi? Et je vous invite tous à aller voir ce film d'Édouard Bergeon, Au nom de la terre, qui est un chef-d'œuvre bouleversant avec Guillaume Canet. On a tous... Non, franchement, allez le voir.
Vous allez réfléchir sur la façon dont on a abandonné les paysans français. Et ça vous mettra les larmes aux yeux et ça mettra des larmes dans le cerveau pour réfléchir ensemble comme citoyens sur ce que nous devons à nos paysans. Et franchement, puisque c'est un hommage à son papa. Le réalisateur a perdu son père comme ça, il raconte cette histoire. C'est un truc absolument, ça vous arrache les tripes. Et donc, je voudrais, pardon pour cette petite publicité humaine, mais je voudrais dire un mot sur la façon dont on a mis la destruction de la PAC, qui est l'œuvre de Pascal Lamy à l'OMC, quoi, et de ses amis. C'est-à-dire le fait de mettre l'agriculture française et européenne sur le marché mondial sans aucune protection. Après, vous vous retrouvez seul face au monde. Donc, vous interrogez un paysan argentin ou brésilien et vous dites, écoutez, vous êtes des jardiniers, parce que nous, on nourrit le monde. On a des fermes de 300 000 hectares. En France, quand on a 400 hectares, on a réussi dans la vie et on a du mal. Hein, vous voyez la différence. On a un ingénieur agronome pour 1000 hectares. Nous, on a un technicien de chambre par secteur, par département. Vous voyez, c'est juste ça l'histoire. Et on a la technologie et les capitaux, puisqu'en fait, ils ont des milliers d'employés, de salariés. Donc c'est de l'agro-business, ce n'est plus de l'agriculture à emploi familial. Mais si on sort de l'agriculture et de l'agroalimentaire, il y a quand même des produits qui seront difficiles à relocaliser, à la fabrication de certains produits. Il y a des pans entiers de l'industrie que nous avons abandonnés. Je pense à l'électronique grand public, par exemple. Alors, par exemple, sur l'électronique grand public, il y a encore pas si longtemps, on fabriquait des semi-conducteurs. Vous aviez 10 à 15% des semi-conducteurs qui étaient fabriqués soit à Évry, soit à Crolles. 10-12% des iPhones ou des Samsung. Donc, il ne faut pas non plus trop se jeter la pierre. On a gardé des industries. Et on aurait pu, et on a investi dans tout ça. Vous le savez très bien, on a mis quand même 1,5 milliard dans l'industrie de semi-conducteurs. Je ne sais pas si ça a servi, parce que c'est une machine à dévorer du cash, hein, les semi-conducteurs. Pardon, mais sur tous les iPhones, vous avez des semi-conducteurs qui sont fabriqués à Crolles, quand même. Il faut le savoir. Nous, on a fait un plan... Mais on est dans la chaîne de valeur mondiale, là. On n'est pas sur du... on est dans la chaîne de valeur mondiale, France. Mais ce n'est pas remplaçable. C'est-à-dire ce que fait aujourd'hui ST Microélectronique sur notre bonne terre de France n'est pas remplaçable ailleurs. Moi, j'ai visité leur usine à Singapour. Ils ne peuvent pas faire ce que fait Crolles aujourd'hui. C'est pas vrai. Crolles, c'est près de Grenoble. Crolles, c'est voilà. Et pour prendre cet exemple-là, qui est un exemple effectivement de politique industrielle stratégique, nous avons lancé, et c'est pas 500 millions, c'est 1 milliard que nous avons mis en début d'année pour continuer à accompagner la position de ST Micro sur les semi-conducteurs. Donc effectivement, on a des bouts de chaîne de valeur, on n'a pas la complétude de la chaîne de valeur sur les produits électroniques, mais vous avez un certain nombre de filières où on est quand même quasiment les seuls à faire tout. L'aéronautique, il n'y a que 2 pays qui sont capables de faire un avion de A à Z. Les États-Unis, ça tout le monde le sait, et la France. La France, de A à Z. L'Allemagne ne sait pas faire, la Chine ne sait pas faire, pas encore en tout cas, devrait y arriver d'ici 2-3 ans. La France sait faire de A à Z. On est une grande nation industrielle, si on regarde par thématique. On a effectivement des points faibles, on a effectivement des enjeux de compétitivité, mais lorsque vous regardez le niveau de R&D, le niveau de recherche dans les universités, tout ça est assez puissant. Donc on est capable de reconstruire. Après, est-ce qu'on a vocation à être présent sur toutes les filières industrielles? C'est une bonne question. Et c'est aussi une bonne question au niveau européen, parce que le sujet, c'est aussi d'avoir une forte vision européenne, d'avoir une industrie européenne puissante, d'avoir un marché qui est suffisamment puissant pour faire ce que font les États-Unis et ce que font la Chine, c'est-à-dire d'avoir une pouponnière d'entreprises et de produits qui se développent dans leur pays avec des gros marchés, un peu protégés quand même, parce qu'on sait protéger un marché aux États-Unis aussi, et qu'en Chine, on sait assez massivement lui donner des subventions. Et ensuite partir à la conquête du monde. Faisons du marché européen un marché où on fait grandir les entreprises et on fait grandir l'industrie, ce qui veut dire savoir partager avec l'Allemagne, avec la Belgique et avec les pays de l'Est. Que certains pays européens pourraient se spécialiser, par exemple, dans tel ou tel produit? En tout cas, on a intérêt à avoir une chaîne de valeur qui soit bien intégrée. Et d'ailleurs, on le fait déjà dans l'automobile. Parce que quand on produit dans l'automobile, on produit
encore une fois, par continent. Donc on organise la chaîne de valeur au niveau européen, et comme on a une intégration, pour le coup, les marchandises circulent avec un certain niveau de compétitivité. Avant qu'Arnaud Montgault réponde, je précise à la salle que d'ici 10 minutes, vous pourrez prendre la parole. Je pense qu'il y a des micros qui sont... oui, il y a des micros baladeurs. Donc, vous n'hésiterez pas à poser des questions. Je ne vous vois pas très bien parce que je suis comme ça, je suis aveuglé par les écrans. Mais voilà. Arnaud Montgault. Oui, vous me permettrez de dire que la vision européenne est pour moi, telle que développée par le gouvernement actuel, est parfaitement naïve. Celle qui consiste à dire nous devons faire des champions mondiaux européens. Et donc pour réussir ça, on commence par vendre Alstom aux Allemands, parce que ce n'était pas une alliance entre égaux, c'était une fausse alliance entre égaux. On vend Technip aux Américains. On vend nos chantiers navals et bientôt des CNS Naval Group aux Italiens. C'est-à-dire que mais c'est l'amorce d'un grand groupe européen, on peut le dire, non? Fincantieri et Naval Group. Non, mais le problème, c'est... on achète, ça nous arrive. Si vous allez me laisser finir, parce que vous êtes 2 contre moi, ça c'est assez curieux. J'étais venu pour un débat, je n'étais pas venu pour faire un débat avec M. Bézat, ça on s'en retrouvera tous les deux, mais avec Mme Pannier. Je dis que la position qui consiste à dire parce qu'il faut faire forcément des champions européens, la France vend en pièces détachées ses fleurons, c'est inadmissible, non admissible. Par ailleurs, tout le monde sait qu'aujourd'hui, les Américains comme les Chinois, ils nous le disent, viennent faire leur shopping dans toutes les ET, dans toutes les start-up, etc. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune politique de protection de nos intérêts industriels. J'ai laissé un décret sur la table. Il a été utilisé combien de fois, Madame Pannier? Plus de 200 fois par an. Non, mais utilisé. Utilisé, plus de 200 fois par an. Sortez les décisions, je vous rendrai hommage dans un communiqué. Parce que franchement, si mon décret a été utilisé 200 fois, vous avez fait 200 fois du Montebourg, vous avez dû changer de tête. Mais pas du tout. Alors, là, je trouve que vous n'avez pas changé de tête. Le décret sur la vente des actifs stratégiques de la France, ouais. Précisez, parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant. Sur les investissements. Qui contrôle les investissements étrangers en France. Alors, pour moi, vous laissez tout vendre. Je n'ai pas dit que vous vendiez tout. Vous laissez tout vendre. Donc c'est parfaitement inexact. Heureusement que vous me donnez la possibilité. D'abord, notre politique européenne, elle n'est pas caricaturale. Je veux dire, l'idée des champions français, c'est une idée qui, d'ailleurs, est assez ancienne et je crois l'avoir beaucoup entendue dans la mandature où vous exerciez. Mais bon, parce que c'est une grande antienne, d'ailleurs assez... qui trouve aussi son origine dans la grande planification, etc. Ok, très bien. La politique européenne que nous menons, elle est d'abord... effectivement, d'être dans une forme d'absence de naïveté. C'est exactement ce qu'on dit. C'est-à-dire, les investissements étrangers en France, il y a près de 200 décisions par an, à peu près, hein, avec des décisions de non et des décisions de oui, mais, c'est-à-dire qui posent des conditionnalités assez fortes et qui sont suivies. Et effectivement, c'est une partie confidentielle. Donc là aussi, nous, on agit, on n'a pas besoin forcément d'avoir des caméras de télévision pour avoir le sentiment d'agir. Ce qu'on regarde, c'est les résultats. Les résultats, c'est qu'on crée de l'emploi en France. Dans l'industrie, ça n'était pas arrivé depuis 17 ans. Deuxième chose, au niveau européen, c'est sous l'instigation de la France qu'on a créé un dispositif, justement, de contrôle des investissements étrangers en Europe. Ça date d'il y a 1 an. Et qui est en train de redescendre dans chacun des pays avec non seulement un partage d'informations, mais également des entreprises, des pays européens qui s'emparent du sujet. Donc ça, c'est aussi pratique. Et qu'est-ce qu'on veut faire au niveau de la politique industrielle européenne? On veut recréer une possibilité pour les entreprises européennes de grandir, de se développer, d'avoir de la croissance. On ne veut pas être naïf sur la politique de la concurrence. La politique de la concurrence, quand on fait une fusion, après on peut être d'accord ou pas d'accord avec telle ou telle fusion, mais si cette fusion, elle donne plus de points industriels à l'entreprise, si elle lui permet d'investir plus, si elle lui permet de conquérir de nouveaux marchés, il me semble que ça va dans le bon sens. Et c'est comme ça que nous, on a analysé le fusion Siemens-Alstom. Siemens. Et quand on nous dit... au niveau de la Commission européenne, mais jamais les Chinois vont rentrer sur le marché européen avant 2 ans. Ce que vous annoncez comme une menace est faux. Moi, je constate factuellement que depuis le mois de février, date de la décision,
Le chinois est 5 fois preferred bidder en Europe. C'est quand même pas de chance pour des gens qui étaient vraiment pas capables de rentrer sur le marché. Ils vont racheter un fabricant de locomotives allemandes. Alors, je pense que le fameux décret va être regardé de près. Et ce que j'observe aussi, et ça c'est un changement qui effectivement est très profond et au niveau européen, c'est que par rapport probablement au moment où vous passiez les nuits à Bruxelles, il y a une prise de conscience des pays de la Ligue hanséatique. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a 5 ans, ils étaient complètement fermés sur le sujet. Là, ils sont quelques-uns à s'être fait prendre une pépite par un Chinois, par un Américain. Il y a quelque chose d'assez douloureux pour eux. Ils n'ont pas encore passé le cap de complètement se projeter dans une politique européenne stratégique, mais les propos que tiennent les Finlandais, les Suédois, les Néerlandais sur... ah oui, quand même, il faudrait peut-être mettre nos forces en commun. Ah oui, quand même, il faudrait protéger nos frontières. Ah oui, quand même, ont beaucoup évolué par rapport à... Et donc, la manière dont on peut construire... Alors, encore une fois, on est 28, 27, on va voir. La manière dont on construit une politique à 27 ou 28, ça veut dire que vous aurez toujours des passagers clandestins et des gens qui ne seront pas d'accord. Mais il y a une vraie évolution culturelle sur le sujet de la politique industrielle, sur le sujet qui est de la nécessité de ne pas ouvrir notre marché à tous les vents, sur le fait que les compétiteurs américains et chinois n'ont pas vocation à faire leur emplette et à considérer que l'Europe, ça doit être leurs 4 heures avant de passer à autre chose. Et cette prise de conscience permet quand même de cranter un certain nombre d'éléments, le mécanisme d'inclusion carbone. Et la nécessité de créer de grands groupes, parce que j'en reviens à ce que vous disiez, Arnaud Montebourg, finalement, vous semblez opposé à la construction de grands groupes européens. Or, si on veut que l'Europe soit présente dans certaines activités innovantes, je prends juste l'exemple pas de l'intelligence artificielle, plutôt des batteries. Il y a une initiative franco-allemande sur les batteries, qui sont pour l'essentiel batteries automobiles construites en Asie. Il y a une initiative franco-allemande. Il faut bien que les groupes français et allemands, et je crois que les Espagnols se sont... les Polonais, les Espagnols, les Belges. Oui, s'y sont mis. J'écoutais les déclarations de Patrick Pouyanné, là, puisqu'il est très investi dans cette affaire. Il dit, moi, j'irai pas tout seul. Le patron de Total, il ne veut pas y aller tout seul. Donc, il attend aussi une réponse des Allemands. Et visiblement, certaines entreprises allemandes renaclent. Donc, la question s'adresse évidemment à vous, Madame Pannier-Runacher, mais aussi à Arnaud Montebourg, parce que sur certains secteurs de nouveaux produits, il faudra bien qu'on s'allie entre Européens. Je ne sais pas où vous avez entendu... Pas faire du Made in France, mais faire du Made in Europe. Je ne sais pas du tout où vous avez entendu mes propos. Par rapport à Alstom Siemens, de ce que vous disiez à propos d'Alstom Siemens. Je ne sais pas où vous avez entendu dans mes propos, 3e édition, que j'étais contre les groupes européens. Je ne veux pas qu'on vende la France. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'associe pas avec des Européens. Je dis qu'on est naïf. Pardon, madame, ça ne vous concerne pas, mais je pense que c'est une pensée générale dans la classe dirigeante qui veut toujours faire l'Europe à la place des Européens qui ne font pas l'Europe, qui font l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, etc. Donc ma position est de dire que la France doit avoir une position de négociation qui ne peut plus accepter d'avoir été défaite. Défaite comme défaisance. Pourquoi ? Parce que nous sommes maintenant la lanterne rouge industrielle de l'Europe. Donc nous avons droit à la solidarité des autres. Nous avons 12% de la richesse nationale qui est consacrée à l'industrie. Les Allemands, c'est 23. Les Italiens, c'est 19. Les Espagnols, c'est 16. Et même l'Angleterre, qui avait été désindustrialisée à l'époque Thatcher, est remontée au-dessus de nous. Donc nous sommes les derniers des 5 puissances. Donc nous avons quand même le droit de dire de temps en temps, on ne va pas vendre Alstom parce que vite à Siemens, parce que les Chinois arrivent, parce que si à chaque fois que les Chinois arrivent, il faut tout vendre, ben, il n'y a plus rien. Parce que c'est ça le raisonnement, c'est un raisonnement de perdant. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, je le dis à Mme Pannier, j'ai beaucoup d'estime et de respect pour elle, son parcours, mais franchement, ça ne fait pas la maille, cette politique. Voilà, c'est tout. Je voudrais en dire encore un point. C'est quoi la politique Made in France ? Les marchés publics. Nous dépensons 100 milliards d'euros pour les marchés publics. Hôpital, collectivités locales, etc. Nous devons avoir 30 000 décideurs. Nous sommes les seuls en Europe comme ça. Vous avez des gens qui font leurs appels d'offres dans leur coin, qui choisissent qui, que, quoi, comment. Bon, très bien. Ça fait 30 000 décisions. En dehors du fait que c'est ultra bureaucratique, en Allemagne, ils doivent être 250. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Les 250, ils concentrent l'appel d'offres
Ils mettent des produits allemands dans des catalogues, et après, les décideurs vont chercher dans les catalogues. Donc, une vraie réforme du marché public qui aiderait le Made in France et aiderait tous les décideurs publics à flécher et prioriser la France, tout en l'ouvrant, bien sûr, il ne s'agit pas d'être fermé, ce qui est parfaitement compatible avec le droit européen, c'est la transformation, puisque le ministère des Finances, pas de l'économie, mais des Finances à la tutelle sur les marchés publics, et notamment l'UGAP, consisterait à soutenir toutes les PME innovantes. Mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous faites à Bercy ? Ça tombe très bien, ça. On fait deux choses. On a lancé effectivement une initiative sur les marchés publics, parce que les marchés publics, pour moi, c'est un levier stratégique sur la politique industrielle. Donc, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons fait une commande innovante qui permet justement d'aller chercher les PME et les TPE et des propositions de valeur sur lesquelles il n'y a pas de concurrents, mais pour des entreprises qui n'ont pas les moyens, qui ne sont pas gréées juridiquement pour aller répondre à des appels d'offres hyper compliqués. Je rappelle que la réglementation des appels d'offres, elle est européenne. Ce n'est pas les Français qui l'ont inventée. Hein. Elle est appliquée partout. Et donc, ce problème de lourdeur administrative, il nous est confirmé partout, dans tous les pays, par tous mes homologues. Le deuxième élément, c'est que nous avons simplifié le code de la commande publique. Nous sommes en train de mettre en place, de réfléchir sur le cahier des clauses administratives générales pour avoir une clause environnementale systématique. Qui dit clause environnementale systématique dit dont on peut s'écarter, mais dit que donc c'est un petit peu une tentative pour faire en sorte que dans 80% des marchés, elle existe. Ça veut dire que vous allez privilégier plutôt le produire proche. Parce que si vous commencez à calculer le nombre de tonnes CO2 associées à une production, assez vite, plus vous éloignez, plus vous incrémentez le prix du produit. Donc vous rééquilibrez en termes de concurrence. Nous avons un travail spécifique sur le cloud, pour avoir un cloud souverain français qui soit obligatoire pour tous les opérateurs d'infrastructures stratégiques. Parce que quand vous avez... la grande guerre qui est devant nous, c'est la guerre de la data. On a perdu la guerre de la data B2C, puisque tous autant qu'on est, on donne gaillardement tous les jours des éléments sur notre vie, notre personne, nos goûts, etc., au travers de plein de réseaux sociaux, qui sont plutôt américains et qui commencent à être un peu chinois. Très bien, on met ça de côté. En revanche, il est absolument pas possible d'avoir des entreprises qui mettent toutes leurs data à disposition d'Amazon WS, ce qui est en train de se passer. Donc, qui est en train de mettre en place ce cloud et de le porter au niveau européen, c'est le gouvernement français. Et puis de manière plus générale, je veux dire un mot du pacte productif sur lequel nous travaillons. Alors pacte productif, ça ne devrait pas vous déplaire comme terme. C'est l'idée effectivement de se projeter, de relever exactement la tête du guidon, parce qu'il y a un petit peu ce phénomène-là quand on est dans un ministère, de traiter les urgences et de regarder plus haut en disant comment on produit, qu'est-ce qu'on produit, avec qui on produit, à horizon 2025-2030 et de définir des politiques qui permettent à la fois de tenir nos engagements et nos engagements en matière environnementale. Quand on dit qu'en 2050, on a effacé notre empreinte carbone, il faut bien qu'à 2025-2030, on ait effacé la moitié, sinon il y a un problème. En tout cas, il faut qu'on soit dans une amélioration suffisamment substantielle pour qu'on tienne notre trajectoire. Donc, ça, c'est accompagné et on est en train de construire avec les entreprises, avec des ONG. Moi, je travaille notamment avec des ONG environnementales, avec les consommateurs, pour avoir quelque chose où chacun fait du donnant-donnant, et notamment les entreprises. L'enjeu essentiel étant, qu'est-ce que tu me donnes, toi, entreprise, pour que je t'aide à accélérer ton innovation, accélérer ta production en France? Comment tu participes à l'objectif de plein emploi? Sur le pacte productif, quand même, c'est un joli mot qui est presque... non, mais moi, si vous voulez, les discours, c'est bien, mais je préfère les actes. Donc là, il y a des actes, donc il faut en donner acte. Voilà, donc ça, c'est positif, et c'est très bien. En revanche, j'ai une petite interrogation. Vous avez parlé du cloud, parce que j'ai un sujet. En effet, toutes les entreprises, aujourd'hui, donnent la data à Amazon, AWS. Bon. Donc, Amazon Web Services. Donc c'est un énorme problème. Je me souviens avoir fait, dans les 34 plans industriels que j'avais lancés à Bercy, il y avait le cloud sécurisé européen. J'avais demandé à Atos, Thierry Breton, qui n'était pas spécialement un ancien ministre socialiste, n'est-ce pas, ancien ministre de l'économie de Jacques Chirac,
et à Octave Klaba, patron de OVH, petite PME extraordinaire en pleine ascension, de trouver des solutions pour le faire. Bon, après, les événements politiques ont fait que j'ai été succédé par un certain Emmanuel Macron. Et l'autre jour, je me posais la question dans une entreprise que je suis en train de créer dans un secteur qui n'est pas celui que vous connaissez. On s'est posé la question de savoir si on allait utiliser les services d'OVH, France ou Amazon Web Services. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas être soumis au Cloud Act, au Patriot Act des Américains, être sujet à l'extraterritorialité américaine. Et quand on a regardé l'état de services que proposait la France, tous mes informaticiens avec qui on travaille sur une grosse plateforme m'ont dit on ne peut pas utiliser OVH parce qu'on ne va pas y arriver. Donc j'ai appelé OVH, je leur ai dit vous êtes en retard, on n'arrive pas à être compétitif, donc nous on va être obligés d'utiliser Amazon. Franchement, ça me casse la nénette, comme disait mon grand-père. Donc là j'ai une question, comment on rattrape le retard ? Où est l'argent ? Là, il y a des fusions à faire avec les Européens, parce que c'est une politique européenne, ça. Parce qu'on a les Chinois d'un côté et les Américains de l'autre. Ça m'intéresse. Il faut résister à ces informaticiens, ça c'est le premier conseil. Moi j'ai refusé d'avoir Amazon quand j'étais dans mon entreprise, par principe, et pour les mêmes raisons que vous, c'est-à-dire de dire, bah oui, ça va, ok, ça ne sera pas aussi plug and play qu'AWH, ça coûtera un poil plus cher, c'est la vie, et on va quand même le faire. Donc ça, je pense qu'il y a aussi une responsabilité des chefs d'entreprise par rapport à ça. Et je pense qu'en plus, c'est une responsabilité qui est de vision long terme, parce que dans 10 ans, si toutes les datas transitent par AWS, et c'est cette drogue douce qui est d'utiliser cet intermédiaire qui fonctionne si bien, qui investit tant d'argent et qui finalement décide de monter son prix de 10, 15, 20% d'abonnement, eh bien, on suivra obligatoirement parce qu'on se dira on ne sait pas faire sans eux. Donc, c'est une drogue douce dont il faut se distancer le plus vite possible. Ensuite, sur OVH, le sujet, c'est la taille du marché. C'est-à-dire que pour que OVH... c'est un sujet aussi de chef d'entreprise. Donc nous, effectivement, moi, ça m'est déjà arrivé de passer un coup de fil à des chefs d'entreprise et de dire, tu sais quoi, je pense que ce serait vraiment très bien que OVH ait ce marché. Je me permets d'insister. Je pense qu'OVH doit avoir ce marché parce que sinon, vous allez revenir dans 5 ans en me disant c'est terrible, nous sommes dans les mains d'AWS, sauf que vous n'aurez pas fait le petit pas qui permet à OVH de grandir et d'avoir ce marché. Et par ailleurs, et je suis assez d'accord, c'est très clairement un des sujets qui est reconnu comme une des chaînes de valeur stratégique au niveau européen. Donc c'était déjà bien de les repérer. Il y en a aujourd'hui 9 chaînes de valeur stratégique. Et pour chacune de ces chaînes de valeur stratégique, nous, ce que nous poussons, et on l'a fait concrètement sur la nanoélectronique, je ne désespère pas d'arriver à une décision sur la batterie électronique dans les jours qui viennent, la batterie électrique pour les voitures dans les jours qui viennent, c'est de dire on met toutes les forces en commun et on s'autorise sur ces sujets-là, au niveau européen, à faire des subventions massives de cette filière-là, parce que si on ne le fait pas, demain, eh bien, on a perdu notre souveraineté. Et là, je suis complètement d'accord sur l'analyse. C'est un enjeu de souveraineté. Vous allez mettre quelques centaines de millions sur le sujet. Vous allez faire des fusions. Parce qu'il nous faut un acteur européen. C'est pas possible. Il nous faut un acteur européen et aujourd'hui, OVH est probablement le mieux placé. On est assez loin du Made in France, encore du petit. coup. Si, le OVH, c'est le Made in France. Ouais. OVH, Made in France. OVH, oui, bien sûr. Oui, c'est un hébergeur. Bon, mais en France. En France, oui. Si vous voulez vous héberger vos données, vous les mettez chez OVH. Bon, alors, OVH, une petite piqûre. 1 milliard, vous avez mis 1 milliard sur Kroll, mettez 1 milliard sur OVH. Et là, je vous assure, ça va être formidable. Je me tourne vers la salle, je ne vois pas de main se lever. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question, aussi bien sur les aspects microéconomiques que macroéconomiques? Je vois monsieur là au milieu, si vous pouvez lui passer un micro. Voilà. Moi, ma question, c'est par rapport, donc toujours au numérique sur AWS, mais aussi Alibaba. Parce que Alibaba, ça nous permet d'aller très facilement en fait en Chine. C'est une sorte d'Amazon de l'industrie chinoise. Et quelles sont nos armes? Parce qu'on parle de subventions pour nos entreprises françaises, mais quelles sont les armes contre Amazon et contre Alibaba qu'on met en place au niveau français et européen pour promouvoir nos entreprises? Alors,
On n'a pas l'équivalent en France d'Alibaba ou d'Amazon, donc ni en Europe. Voilà. Et il y a WeChat derrière. Enfin, vous avez les BATX qui, je pense, sont presque plus préoccupants que les GAFA parce qu'ils ont une capacité d'innovation en train de se construire aujourd'hui. Ils sont plus intégrés. Ils ont un marché plus large pour grandir, qui est le marché chinois. Donc, je pense que l'arrivée de ces entreprises sur le territoire européen va être assez visible, on va dire comme ça. Qu'est-ce qu'on fait contre Alibaba et Amazon ? La première chose, c'est que on essaye d'imposer une certaine structuration de la data privée, c'est RGPD, c'est-à-dire quand vous rentrez sur le marché européen, il y a un certain nombre de règles qui s'appliquent et qui ne permet pas, enfin qui freinent la capacité de l'entrant à utiliser de manière contre votre avis, finalement, contre votre avis de consommateur, vos data. Donc, il peut les utiliser si vous donnez votre autorisation, mais il n'a pas le droit de les utiliser dans le cas contraire. Donc, ça, c'est un premier élément, parce que je pense que chaque consommateur doit être conscient qu'il est en soi un élément de création de valeur et qu'il doit défendre ses données personnelles, mais qu'il doit les défendre. Il peut un jour décider de les monétiser, c'est son problème, mais il doit les défendre et il doit être arc-bouté sur ça. La deuxième chose, c'est que nous essayons aussi comment dire, c'est la taxation des GAFA enfin des GAFA, surtout pas, la taxation des plateformes numériques que nous poussons. La taxation des plateformes numériques, elle part d'une analyse assez basique. Les plateformes numériques payent 14% d'impôts de moins que les plateformes physiques. Donc, il y a un problème de concurrence déloyale massive. Et donc, il faut inventer une façon de les fiscaliser pour qu'elles soient ramenées au même niveau que les plateformes classiques, de façon à ce qu'elles payent leur part de participation au service public. Vous êtes des clients. Vous êtes des clients très intéressants parce que vous avez étudié à l'école de la République, vous avez grandi et bénéficié du support de la santé, en règle générale plutôt publique, vous avez bénéficié d'un certain nombre d'infrastructures publiques, et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, vous êtes des clients intéressants pour Amazon. Donc Amazon est prié de payer sa part de ses services publics, qui fait que vous êtes vous représentez un marché intéressant. Cette taxation des plateformes du numérique, on l'a poussée à tous les niveaux. On l'a poussée au niveau de l'Union européenne, du G20, du G7, de l'OCDE. Et aujourd'hui, on arrive à quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord intellectuellement avec le fait qu'il y a un problème dans les gouvernements. Tout le monde est d'accord avec le fait qu'il faut définir une taxation, mais lorsqu'il faut passer à l'acte, il y a une espèce de moment difficile, et en particulier aux États-Unis. Donc on a fait notre taxation nationale pour montrer que, ma foi, c'était possible, tout en disant cette taxation aura vocation à disparaître si on trouve un accord international qui fait du sens. Et le fait d'avoir posé cet acte, alors on a été menacé de plein de choses terribles par tweets intermédiaires, puis finalement à chaque fois on est revenu et on a à Chantilly, à Biarritz, en disant on est bien d'accord qu'on va faire une taxation commune des plateformes numériques. Oui, on est bien d'accord. Donc on a eu des accords successifs. Ce qui est intéressant, c'est que cette taxation nationale, finalement, elle ouvre la porte à d'autres pays. L'Autriche vient d'adopter une taxation des plateformes numériques. L'Espagne va adopter une taxation des plateformes numériques. Donc ça rend possible pour d'autres pays cette taxation-là. Et donc ça met le sujet sur la table encore plus fort. Et donc ça va nous amener collectivement à avoir plus de force au plan international pour obtenir un accord. Et si on n'obtient pas un accord, à pouvoir renforcer légitimement le fait que dans un monde, si on se reste sur la concurrence, puisqu'on en a plein la bouche de la concurrence loyale de marché, très bien, la concurrence loyale de marché, ça veut dire que c'est loyal. Donc toute entreprise qui bénéficie massivement de subventions dans son pays fait une concurrence déloyale. Eh ben, on doit pouvoir être capable de fermer le marché. Tout marché public qui n'est pas réciproque, c'est de la concurrence déloyale. Donc on doit être capable d'agir. Donc effectivement, sur ce sujet-là, il faut être plus agressif commercialement et revenir toujours au principe,
mais en l'appliquant jusqu'au bout. La concurrence déloyale, c'est pas ce qui est à Montebourg. toi est à voilà, ce qui est à moi, et ce qui est à toi est négociable. Arnaud Montebourg, et ensuite je me retournerai vers la salle. Nous sommes une colonie numérique des États-Unis d'Amérique, pas encore chinoise, mais nous sommes une colonie. Donc nous sommes des colonisés. Donc pour moi, un impôt ne réglera pas le problème. Donc moi, je suis de plus en plus attentif à ce que font les 50 procureurs américains qui, au nom de la loi antitrust, poursuivent Facebook. C'est très intéressant puisqu'il est possible qu'une décision sorte de cette issue judiciaire de même nature que le démantèlement de l'empire Rockefeller dans le pétrole dans les années 20, au même titre de la loi antitrust. Donc les Européens, au lieu de se poser des questions sur est-ce qu'on place une taxe qui pourrait améliorer notre fin de mois, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer, comme certains d'ailleurs intellectuels ou même fondateurs de Facebook, ont défendu le démantèlement pur et simple de ce réseau qui porte atteinte à notre liberté économique. Je parle de Google, c'est du même acabit, et c'est bien le sujet, et porte atteinte à notre liberté. Ne serait-ce que, moi, j'approcherais la question de la taxation en disant, vous avez le droit d'être propriétaire de vos... C'est l'esprit RGPD poussé à l'extrême. Vous avez le droit d'être propriétaire de vos données numériques, donc vous les faites payer. Donc dès que vous utilisez un réseau social, en Europe, Facebook, etc., Facebook vous donne de l'argent. C'est le cashback pour tout le monde. Et là, je préfère ça plutôt que des impôts. C'est une sorte de restitution de l'indu, répétition de l'indu dans le Code civil à chaque citoyen français. Donc il faudrait travailler là-dessus. Et moi, je serais au gouvernement, je travaillerais sur un projet de cette nature, Madame oui. Pannier. Qu'en pensez-vous? Madame Pannier, allez-y. Alors moi, je vous invite à lire la lettre de mission de Madame Verstager. Parce que dans la lettre de mission de Madame Verstager, qui est quelqu'un qui aime beaucoup les plateformes numériques, j'ai l'impression qu'elle s'est donnée... Enfin, je n'ai pas l'impression, je vous invite à la lire. Elle a clairement ciblé dans sa politique de la concurrence les plateformes numériques. Et pourquoi ? Pour les raisons que vous mentionnez, c'est-à-dire atteinte à la concurrence sur les marchés. L'idée que quand une plateforme numérique rachète une start-up, ce n'est pas une plateforme numérique qui achète une petite entreprise qui fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est une entreprise qui achète un concurrent pour le tuer. Donc ça n'a rien à voir et c'est bien une atteinte à la concurrence. Et dans la littérature, ne serait-ce que des amis de l'industrie que nous avons signé hier, la grande déclaration de 18 pays pour une politique industrielle plus ambitieuse, je crois que vous trouverez des bonnes choses sur effectivement cette question de comment on travaille la concurrence, les plateformes numériques et on redonne plus de pouvoir aux consommateurs. Après, c'est aussi une question de responsabilité. Je ne sais pas si c'est parce que je suis dans ce poste depuis 10 mois, mais mon rapport à Amazon a singulièrement changé. Je me suis d'abord désabonnée de Premium et je me réfrène de commander comme si... Mais dans un phénomène d'addiction. C'est-à-dire que là, je suis dans la période de carence où j'ai des moments de grand stress en disant ça me prendrait 1 minute de commander. Je ne le fais pas. Justement pour réapprendre à consommer autrement. Une question dans la salle ? Oui, bonjour. Je tenais déjà à recentrer un peu le débat sur le Made in France. Donc j'ai vraiment apprécié ce débat avec deux idées vraiment contradictoires, où on a beaucoup entendu dans les propos de M. Montebourg le mot France. On voit sa manière de s'habiller, ses chaussettes, tout ça fait que ça nous rappelle qu'il est très centré sur le français. Et le discours d'à côté, c'est plus centré sur l'Europe, ce que je peux comprendre, puisqu'on est très, très impliqué dans l'Europe. Pour moi, je pense qu'il est peut-être, c'est mon avis, préférable de se recentrer plus sur le français et peut-être de faire différemment les choses. Peut-être ne pas essayer de copier les autres pays, les autres grandes nations, essayer de vivre avec nos forces. Donc on a beaucoup d'alternatives en France sur la société, sur l'économie, sur l'éducation. Est-ce qu'il n'est pas préférable de promouvoir un peu ce mode d'action, ce mode d'alternative pour aider un peu les manifros, pour recentrer un peu notre pays, nos concitoyens, plutôt que d'essayer de survivre en instaurant des partenariats, on va dire, plus ou moins forcés avec d'autres pays pour pouvoir faire face justement à la mondialisation. Est-ce qu'il serait pas, est-ce qu'il n'est pas possible de faire autrement ou d'essayer de concevoir les choses différemment pour nous protéger
et essayer de faire de nous un pays fort et qu'on puisse vivre ici, on va dire, de manière profitable à tout le monde. Une relocalisation systématique des productions et des consommations, si j'ai bien compris. Qui veut répondre ? Je rebondirai sur ce que disait Arnaud Montebourg tout à l'heure en parlant de ce journaliste qui essayait de vivre avec que des produits made in France. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. La première chose, c'est la réalité de la production française et c'est qu'est-ce que le consommateur est prêt à acheter. Moi, je suis ravie de lire dans les enquêtes d'opinion que les Français attribuent de plus en plus de valeur au made in France. Mais je constate que lorsque vous avez un produit qui est moins cher, il continue à acheter un produit non made in France, même quand il a l'information. Donc ça, c'est le premier élément. C'est-à-dire que ce n'est pas... je crois qu'il faut créer effectivement une culture commune sur le sujet et mettre en valeur l'importance de ça, mais il faut reconnaître que nous, consommateurs, nous sommes un peu dans l'injonction paradoxale. Il faut absolument produire en France. Néanmoins, je préfère m'acheter mes t-shirts à 5 € made in China ou made in Bangladesh. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas opposer Europe et France. Moi, je suis pénétrée de l'idée du Made in France. Je veux dire, quand je fais du marché public, c'est plutôt pour la France que pour l'Europe. Quand je travaille sur la sous-traitance responsable de l'automobile, c'est plutôt pour la France que pour l'Europe. Je ne travaille pas pour les sous-traitants européens. En revanche, ce que je sais, c'est que nous sommes un industriel par rapport à la Chine et aux États-Unis, et bientôt par rapport à l'Inde. Nous sommes une puissance très forte par rapport à la Chine et aux États-Unis au niveau européen. Et que ce levier-là, on doit absolument l'activer et le pousser au plus haut. Et effectivement, il faut savoir circuler entre les trois niveaux, c'est-à-dire avoir une politique nationale très, offensive, avoir une politique européenne très offensive et jamais perdre de vue ce qu'on peut faire au niveau international. Plutôt comme exemplarité ou comme façon... Je prends un exemple qui sont les émissions CO2. Ça a l'air éloigné, mais ça ne l'est pas. La France, elle fait combien d'émissions de CO2 dans le monde ? Quel pourcentage, à votre avis ? 1%. 1%. Donc on peut diviser par 2, ça ne va pas régler le problème du changement climatique. En revanche, on doit être exemplaire, et c'est pour ça que ce combat-là, il doit se faire au niveau international et au niveau européen. Oui. C'est-à-dire qu'il faut savoir faire bouger les autres aussi. Il y a un sujet, Madame Pannier, qui n'a pas été évoqué, et on va l'évoquer, c'est l'idée de pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'on voit que le pouvoir d'achat augmente très peu depuis 10 ans, voire pas du tout après la crise financière, il a même stagné. Sachant que les produits Made in France sont globalement un peu plus chers, ce qu'on dépensera en produits Made in France, on ne le dépensera pas, par exemple, en services, qui sont des activités non délocalisables. C'était une étude du CEPI qui était très intéressante de Lionel Fontanier, qui montrait qu'il risquait d'avoir un transfert, si vous voulez, cette dimension peut intervenir dans le débat. Je ne sais pas d'où il sort que les produits français seraient plus chers. Vous achetez tous ces gens qui achètent des voitures allemandes qui sont hors de prix, excusez-moi, les voitures françaises sont beaucoup moins chères. Donc ça n'a aucun rapport. Ce qu'on sait, c'est que quand on achète des fruits et légumes aux pesticides, c'est peut-être moins cher, mais enfin, il va falloir financer les conséquences de tout ça. Donc il y a un moment, si vous voulez, la responsabilité de la puissance publique, c'est de faire des choix collectifs. Donc les choix collectifs, par exemple, la question sanitaire, là-dessus, on peut utiliser les normes sanitaires pour bloquer la compétition déloyale sur la nourriture, par exemple. On pourrait avoir une vraie politique de protection de nos intérêts. Alors on va dire, protectionniste, bah oui, comme tout le monde. Comme les Chinois, les Coréens, comme les Allemands, tout le monde le fait. Donc faisons-le, on n'est pas obligé de le dire, mais il faut le faire. Hein. Ça s'appelle... la vraie réelle politique, celle-là, pour moi. Qu'est-ce qu'une politique industrielle ? C'est une politique, pour moi, mercantiliste. C'est la tradition colbertiste, bonapartiste, deuxième Napoléon, gaulliste. Ça consiste à vendre le plus cher possible le travail national à l'extérieur pour assurer le pain quotidien des Français, voilà, ou des citoyens.
Donc, ça suppose faire remonter les prix, donner de la valeur immatérielle aux produits. Les Italiens, par exemple, qui ont une industrie qui a résisté à la crise, hein, ils ont 250 produits leaders mondiaux non remplaçables. La lasagne, ceci, l'huile d'olive, cela, etc. Nous, on en a, mais beaucoup moins. Et ils sont assis sur des... Donc, c'est sur des niches, hein, et ça va de produits qu'aujourd'hui, on qualifierait de commodité, c'est-à-dire facile à produire. Ben, très bien, ben, c'est si facile qu'ils sont indétrônables. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mis de la qualité, de l'imaginaire. Bon, donc, le boulot de Mme Pannier, c'est secteur par secteur, comment on dope une boîte. Donc la BPI, j'espère qu'elle vous obéit, parce que la BPI, elle ne veut pas faire ça. Mais la BPI, c'est son boulot, on l'a créé pour ça. Elle met de l'argent, c'est comme sur OVH finalement. Ce qu'on fait sur OVH, on va le prendre dans tous les secteurs pour remonter le niveau de compétitivité et de puissance des entreprises dans chaque secteur. J'ai encore un petit point à ajouter, puis moi je crois que j'aurais à peu près dit ce que j'étais venu dire à Mme Pannier. On a perdu 1,5 milliard d'investissements dans les PME non cotées qui venaient d'investissements privés. C'était toutes les déductions sur l'ISF qui a disparu. Donc l'effet pervers, le premier effet pervers de la disparition de l'ISF, c'est les déductions fiscales qui étaient possibles, rendues possibles, dans les PME non cotées. Eh bien, franchement, je peux vous dire, moi qui passe ma vie à lever de l'argent, les gens viennent me voir pour lever de l'argent. Avant, on trouvait de l'argent, maintenant, on n'en trouve plus. Donc, c'est des entreprises du Made in France qui en pâtissent. Donc ça fait partie des effets de la politique actuelle. Oui. Et je ne peux pas quitter cette salle sans l'avoir au moins dit. Et Mme Pannier ne peut pas quitter cette salle sans avoir répondu. Oui, parce que en réalité, on sait ce qui était financé par l'État, puisqu'en fait, il ne vous aura pas échappé que c'était la niche fiscale, puisque ça consistait à dire à payer moins d'ISF au titre d'un investissement dans les PME. Donc c'était in fine l'État qui investissait dans les PME en question. La bonne nouvelle, c'est que l'investissement en fonds propres dans les PME progresse. Donc c'est juste, on sort d'une hypocrisie qui est que quelqu'un qui payait l'impôt sur la fortune disait je mets 10 000 euros dans tel fonds machin et c'était l'État qui payait. Bon, ben voilà. Je veux dire, et BPI est en train d'augmenter ses investissements dans les PME, effectivement, sous une forte, enfin, dans le cadre d'une relation de discussion stratégique, et notamment dans l'industrie. Et notre enjeu, c'est aussi, parce que c'est intéressant de le noter, de voir à quel point les investissements étrangers en France ont augmenté. Et pas pour être nécessairement prédateur, puisqu'on est quand même un peu aux aguets, mais plutôt pour financer des unités de production en France, des centres de recherche et développement en France. Donc je pense qu'il est sur l'ISF, faire une analyse de la petite mesure fiscale qui permettait en fait de défiscaliser un certain nombre de choses sans regarder globalement l'impact macroéconomique et le mode de financement des PME, ça me paraît un peu court. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on a du mal à financer l'immatériel dans les PME. Or, c'est un sujet qui est absolument central. Tout ce qui est équipement soft, tout ce qui est usine 4.0, tout ce qui est aussi investissement dans la marque, etc., c'est des investissements qui sont nécessaires et de nature à répondre aux problèmes. Pour le pouvoir d'achat, peut-être un mot. Il y a aussi une question de mode de consommation. Je pense qu'on va parler de le fast fashion. Est-ce que c'est un problème de pouvoir d'achat ou est-ce que c'est un problème de la façon dont on consomme collectivement ? Est-ce que réellement on a tous besoin d'avoir 25 t-shirts différents dans nos armoires ? J'en suis pas sûre. Et si on regarde la façon dont on consommait, il y a 3 siècles, hein, mais il y a, je sais pas, 50 ans, moi, la sagesse populaire disait « je n'ai pas assez d'argent pour acheter du bon marché ». Si vous achetez quelque chose comme ça qui tient 10 ans, peut-être qu'en fait vous faites une très bonne affaire, plutôt que d'en acheter 3 qui coûteront 2 fois moins cher, mais qui dureront 1 an. Et c'est très exactement le sujet de remettre de la valeur dans le produit. Est-ce que le sujet du pouvoir d'achat, c'est un sujet de quantité ou est-ce que c'est un sujet de qualité ? Et moi, j'entends les Français, on le voit dans l'alimentaire, qui sont en train
de se détourner de la quantité et d'aller chercher la qualité. C'est très intéressant de voir la diminution de la consommation d'un certain nombre de produits qui sont plutôt bas de gamme et le fait d'aller vers des labels, que ce soit des labels AOP, que ce soit du bio, que ce soit de la production territorialisée, et quitte à consommer un peu moins. Donc ça, c'est aussi un mode de production et l'industrie va s'adapter à ça. Et c'est le consommateur qui aujourd'hui est en train de changer le monde. Merci. Je crois que nous arrivons au terme. Non, il y a encore une question, monsieur, je vois. Et nous avons encore 2 minutes et donc il faut aller assez vite. Bonjour, j'aurais 2 questions pour Madame Pannier. Étant donné que monsieur Montebourg s'est déjà prononcé sur ce sujet, vous avez parlé notamment du rachat d'Alstom par GE. Étant donné que GE n'est pas vraiment dans une bonne situation actuelle, est-ce qu'il est encore possible que l'État et le gouvernement, via un partenariat public-privé, rachètent certaines branches de GE, notamment la branche nucléaire, afin de protéger nos intérêts stratégiques? Et deuxième question, vous avez parlé de vos actions dans les offres publiques. Il y a à peine 3 semaines, Alstom a perdu une commande de 28 trains au profit de CAF, voilà, qui va s'étendre jusqu'à 70 trains, à peu près 1,9 milliard. Et bon, il y a certains argumentaires autour du site de Bagnères. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé aussi sur le site de Bagnères. Moi, j'y ai été. Bon, on verra ce que ça donne. Mais est-ce que là, ça n'aurait pas pu être clairement une action du gouvernement au profit d'entreprises françaises afin de garder de l'emploi en France sur ce type d'appel d'offres? Alors, Madame Pannier, je vous demande d'être assez concise, car nous sommes tenus par le temps. Merci, mais le sujet le mérite, effectivement. Alors, sur le deuxième sujet que vous mentionnez, oui, la question est de savoir qui produit quoi. Aujourd'hui, les trains qui font l'objet de cette commande sont produits en France. Et c'est bien le sujet qui explique ce choix. Je rappelle d'ailleurs que Alstom vient de gagner aussi une commande qui représente l'équivalent de 120 équivalents temps plein sur le TGV pour Belfort. Ce n'est pas complètement le fait du hasard. Donc, moi, mon sujet n'est pas de savoir qui est le proprio, et d'ailleurs, je vous rappelle qu'Alstom est une entreprise cotée et dont une partie du capital est assez largement dans des mains étrangères. Mon sujet, c'est quel est l'impact sur l'emploi français et quel est l'impact sur les sites français industriels. Donc Toyota, encore une fois, je ne le regarde pas comme un japonais, je le regarde comme un français lorsqu'il produit la Yaris. Et c'est exactement la même chose pour CAF. Sur GE et Alstom, premier élément de réponse, vous avez une branche de GE, enfin vous avez une partie assez importante de l'activité de GE qui est effectivement en restructuration profonde parce qu'elle est fondée sur les énergies fossiles, pour faire un peu rapide. Donc, de fait, elle est en profonde restructuration. Et d'ailleurs, au passage, on notera qu'elle n'est pas en profonde restructuration encore en France. Je rappelle que nous sommes dans une discussion, que GE a déjà annoncé une diminution de son plan social et que pour le moment, personne n'a quitté le site de Belfort. La deuxième chose, c'est en revanche les autres champs d'action de GE. Vous avez les énergies renouvelables et vous avez la santé. Donc là, au contraire, ils sont en croissance. Et il se trouve que sur les énergies renouvelables, nous avons 4 des 5 têtes de pont au niveau de la France. Donc tout ça également n'est pas le fait complètement du hasard. Et nous, ce qu'on recherche, c'est une diversification des activités de GE et dans les activités qui sont les plus porteuses internationalement. Bon, je crois qu'on est en time-out. Oui, je crois qu'on va être obligé de s'arrêter, malheureusement, mais voilà. Il me reste à vous remercier, Arnaud Montebourg et Agnès Pannier-Runacher, pour ce débat que j'ai trouvé très riche. Merci.